فاتح على حسابك والله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Tamam Salam est catégorique. Il ne convoquera pas le gouvernement à une prochaine séance si la crise des déchets n'est pas réglée au cours des prochains jours. Visite surprise de Saad Hariri dans les locaux de notre rédaction à Kantari. L'occasion pour le chef du courant du futur de remercier l'ensemble des employés pour leur dévouement en dépit de la crise financière que traverse Futur TV. La trêve en Syrie n'est pas garantie, mais des progrès sont visibles. Déclaration ce jeudi de l'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, lors d'une rencontre du groupe de travail sur l'aide humanitaire. Je vous le disais en titre, Tamam Salam est catégorique. Il ne convoquera pas le gouvernement à une prochaine séance si la crise des déchets n'est pas réglée au cours des prochains jours. Le Premier ministre s'exprimait à l'ouverture du Conseil des ministres ce matin au Grand Sérail. L'État semble privilégier à nouveau la solution des décharges sanitaires à travers le pays, un choix qui avait été rejeté par les populations locales concernées. Les ministres ont également examiné les suites de la crise avec l'Arabie Saoudite au lendemain de la décision des monarchies du Golfe et des ministres arabes de l'Intérieur de classer le Hezbollah comme organisation terroriste. Cette déclaration du chef du Parti socialiste Walid Jumblat sur son compte Twitter, la crise des déchets ménagers au Liban ne se réglera pas par des communiqués, mais dans le calme, loin du fracas de la campagne pour les élections municipales ou législatives. Fin de citation. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, a reçu ce matin les principaux dirigeants des organismes économiques à sa résidence au centre-ville de Beyrouth. L'occasion pour les responsables de passer en revue la situation économique au Liban à la lumière de la crise politique qui secoue le pays. Les tensions entre Beyrouth et Riyad, nées des propos hostiles du Hezbollah à l'encontre du royaume saoudien, ont largement figuré au menu des discussions. Ils ont par ailleurs évoqué les moyens de consolider les relations historiques entre Beyrouth et les monarchies du Golfe. Et cette visite surprise du chef du courant du futur ce midi dans les locaux de Futur TV à Kantari, l'occasion pour Saad Hariri de remercier l'ensemble des employés, journalistes et techniciens pour leur dévouement, leur engagement et leur professionnalisme. En dépit de la crise financière que traverse notre chaîne, Saad Hariri a promis aux employés de Futur TV et du groupe que la crise sera bientôt réglée. L'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a estimé ce jeudi que le succès de la trêve n'était pas garanti, mais que des progrès étaient visibles. Il s'exprimait à l'issue d'une rencontre du groupe de travail sur l'aide humanitaire. Le nombre de civils tués dans le pays a considérablement baissé depuis le début de la cessation des hostilités entre régime et rebelles. L'accord initié par Washington et Moscou ne concerne que les régions tenues par l'armée régulière et ses supplétifs, ainsi que celles tenues par certains groupes d'insurgés. En 5 jours, 24 civils ont péri, dont 5 femmes et 6 enfants. Dans le reste de l'actualité régionale, c'est un message qui avait rarement été envoyé aussi clairement. Ne venez pas en Europe, a lancé le président du Conseil européen, Donald Tusk. Je vous propose de l'écouter. Je veux lancer un appel à tous les migrants économiques illégaux potentiels, d'où que vous soyez. Ne venez pas en Europe. Ne faites pas confiance aux passeurs. Ne risquez pas vos vies et votre argent. Tout cela ne servira à rien. La Grèce et n'importe quel autre pays européen ne seront plus des pays de transit. La fermeture de la frontière avec la Macédoine entraîne des conséquences encore plus difficiles à gérer pour Athènes. Aujourd'hui, plus de 24 000 migrants sont bloqués dans le pays qui ne dispose pas de structures adaptées pour les accueillir. Les explications de Noémie Roche. Elle est devenue le symbole d'un pays débordé par ses réfugiés. La frontière gréco-macédonienne, où sont rassemblées près de 10 000 personnes. Des familles entières patientes, dans l'espoir que la Macédoine rouvre ses frontières. Depuis lundi, les autorités ont laissé passer moins de 200 réfugiés. Les autres s'entassent dans ce camp prévu pour 1600 personnes. Des conditions de vie inhumaines pour les volontaires. Comment est-il possible que ces enfants payent pour les choix du monde civilisé? C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre.
Avant d'arriver à Idomeni, les réfugiés font souvent étape dans la capitale. À Athènes, c'est la place Victoria qui fait désormais office de refuge pour les migrants qui n'ont pas les moyens de payer un hôtel. Ici encore, les associations humanitaires assurent le service minimum pour ces centaines de personnes. Mais les réfugiés se sentent abandonnés. Les autorités ne viennent pas nous voir. Comment peut-on vivre comme ça? Il n'y a pas de douche, pas de toilette, il n'y a rien ici. Dépassés, les autorités grecques tentent de trouver des solutions. Exemple avec cet ancien aéroport réquisitionné pour accueillir des réfugiés. Mais le gouvernement se sent bien seul, alors que les pays voisins ferment tour à tour leurs frontières. Ces pays, malgré la pression de l'Union européenne, de M. Schulz, de M. Juncker, de Mme Merkel, du pape, des Nations Unies et de la Croix-Rouge, il n'y a pas une seule personne qui ne les a pas critiqués. Et pourtant, ils persistent. Nous nous préparons donc à assumer les conséquences de leurs décisions. La Grèce se prépare à gérer 100 000 réfugiés. Une crise humanitaire sans précédent pour Athènes. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info, les Irlandais ont parlé, mais leur voix est pour l'instant difficilement audible. Aucune majorité claire n'est sortie des urnes lors des élections législatives du 26 février. Le scrutin a révélé un vote dispersé au profit des petites formations. L'absence de vainqueur net plonge le pays dans l'incertitude et ouvre la voie à des tractations entre les différentes formations politiques en vue de la formation d'un gouvernement qui pourrait prendre des semaines. Léla Sali nous en dit plus. Les urnes ont parlé, des aveux confirmés pour la coalition dirigée par le chef du gouvernement Enda Kenny. À l'issue du scrutin organisé vendredi, le parti de centre-droit mené par le Premier ministre obtient 50 sièges. Les travaillistes, autre composante de la coalition gouvernementale, s'effondrent et ils n'obtiennent que 7 sièges. Au total, 57 députés, un résultat bien en deçà des 80 nécessaires pour former une majorité absolue. Un vote qui sanctionne l'une des politiques d'austérité les plus strictes d'Europe. En quelques années, la situation économique de l'Irlande s'est redressée. 7% de croissance en 2015, un taux de chômage tombé en dessous des 10%. Des années de sacrifices pour les Irlandais qui se plaignent de ne pas ressentir les effets de la reprise économique. Les électeurs ont parlé. L'ère des grands partis est terminée. Ils veulent que les groupes plus petits fassent entendre leur voix. Désormais, les tractations sont ouvertes entre les différents partis pour tenter de former un gouvernement. Scénario possible, un rapprochement inédit entre le parti d'Enda Kenny et son rival, le Fianna Fáil, lui aussi de centre-droit. Le parti va définir une stratégie sous la direction de Michael Martin, mais nous ne sommes pas obsédés par les ornements du gouvernement. Les partis ont jusqu'au 10 mars pour proposer une solution. Si aucun accord n'est trouvé, de nouvelles élections pourraient être organisées dans les prochaines semaines. C'était le 5 novembre dernier, la rupture d'un barrage minier au Brésil, bilan 19 morts et un impact profond sur l'environnement. 4 mois après la catastrophe, la compagnie Samarco, propriétaire du barrage, et le gouvernement fédéral ont signé un accord pour réparer les dommages. Un accord d'au moins 5,1 milliards de dollars étalé sur 15 ans. Noémie Roche. 4 mois après la tragédie, les entreprises responsables d'une gigantesque coulée de boue au Brésil vont payer. Le gouvernement a signé un accord avec Samarco. La compagnie minière devra verser au moins 5,6 milliards d'euros. Il y aura un processus de réparation intégrale des dommages socio-économiques et environnementaux causés par l'accident. Et je voudrais insister, il n'y aura pas de limite financière jusqu'à ce que la réparation soit intégrale. Le 5 novembre dernier, un barrage de déchets de minerais de fer cède près de la ville historique de Mariana. S'ensuit une énorme coulée de boue. Elle submerge entièrement le village de Bento Rodrigues avant de se répandre sur 650 km jusqu'à l'océan Atlantique. Bilan 17 morts et 2 disparus, des milliers d'animaux tués et des zones entières de forêts tropicales dévastées. L'une des principales rivières du pays est polluée. Des centaines de personnes sont contraintes de quitter leur domicile. Il s'agit de la pire catastrophe environnementale du Brésil.
On célèbre cette année les 25 ans du décès d'un mythe, d'une icône. En mars 1991, Serge Gainsbourg tirait sa révérence. Une exposition de photos à Paris lui rend hommage. Des clichés souvent intimistes, témoignages de moments tendres en famille ou en compagnie des femmes qui l'ont connu, mettant aussi l'accent sur les traits doux du visage de celui qui se trouvait si laid. Le reportage d'Alix Bourdon. Il faudrait passer l'aspirateur dans la chambre à coucher car j'ai piqué une crise de rage. Bonnes vacances, Serge. Cette note s'adresse à Fulbert, c'était le majordome de Serge Gainsbourg. 25 ans après, le filleul de l'employé de maison fait revivre ce quotidien. Ces photos superposent des mots laissés par le chanteur et des images d'objets de sa maison. On peut approcher Serge d'une manière un peu plus intime et voir le Serge du quotidien. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Dans l'intimité ou la provocation, à tous les âges, en famille, cette exposition rassemble le travail de 15 photographes. Une exposition classique en intérieur, mais la galeriste a voulu aller plus loin. Au cœur du carré rive gauche, où Serge Gainsbourg a vécu, elle a demandé à plusieurs commerçants d'exposer des photos. Dans ce magasin de décoration d'intérieur, chez ce caviste ou encore dans cette boutique d'antiquité, sans oublier ce bistrot où le chanteur avait ses habitudes. Bonjour tout le monde. Tout le monde a un souvenir ici, que ce soit les galeristes, les antiquaires, évidemment ici le bistrot de Paris où il aimait déjeuner et dîner, où il a pris d'ailleurs son dernier dîner. Juste à côté, le personnel se restaure avant le coup de feu. Parmi eux, Louis, serveur attitré de Serge Gainsbourg pendant des années. C'était quelqu'un d'un moment extraordinaire, quoi. Regardez le cadeau qu'il m'a fait. À en ouvrir. Il venait souvent ici, moi il m'aimait beaucoup. Et puis moi j'ai adoré ce type. Vraiment incroyable, quoi. Un quart de siècle après sa mort, Serge Gainsbourg marque encore les esprits, même au-delà des limites de son ancien quartier. Le salon de l'automobile de Genève a ouvert ses portes ce jeudi. Des modèles futuristes, vous allez le voir, annonciateurs d'un avenir facilité. Pas moins de 700 000 visiteurs sont attendus. Olivier Boulanc. Design futuriste et courbes chaloupées, bienvenue au Salon de Genève. Cette année, les stars, ce sont elles, les voitures de luxe. Un marché qui progresse malgré la crise. Oubliez la Rolls-Royce à papa, la marque anglaise drague maintenant les jeunes avec sa Black Badge. La Black Badge est vraiment unique dans la gamme Rolls-Royce. Elle cible vraiment une clientèle branchée. L'autre sensation du salon se trouve chez Bugatti. La marque a tout simplement dévoilé hier la voiture la plus rapide du monde. La Rimac Concept One S, capable de passer de 0 à 100 km/h en, tenez-vous bien, seulement 2 secondes et demie. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 365 km/h, de quoi faire trembler les radars français. Côté sportive, Ferrari est toujours au rendez-vous, mais la surprise cette année est signée Opel. Les studios de la marque ont présenté ce concept car bourré de nouvelles technologies. Le châssis a été produit avec une imprimante 3D et la voiture peut rouler toute seule sur autoroute. Chez la filiale de General Motors, on veut croire à un retour d'Opel sur le marché GT, abandonné au début des années 70. Est-ce le signe qu'Opel veut tenter sa chance sur le marché des sportives? Un marché où les ventes sont faibles et les profils bas? Sûrement pas tout de suite. Mais en tout cas, ce modèle a de quoi donner des idées. Des idées, il y en a cette année. DS en met plein la vue avec son e-Tense Concept. Nissan continue de parier sur l'électrique. Honda dévoile quant à elle la 10e génération de sa Civic. Et c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite le rappel des titres. Tamam Salam est catégorique, il ne convoquera pas le gouvernement à une prochaine séance si la crise des déchets n'est pas réglée au cours des prochains jours. Visite surprise de Saad Hariri dans les locaux de notre rédaction à Cantari, l'occasion pour le chef du courant du futur de remercier l'ensemble des employés pour leur dévouement en dépit de la crise financière que traverse Futur TV. La trêve en Syrie n'est pas garantie, mais des progrès sont visibles. Déclaration ce jeudi de l'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, lors d'une rencontre du groupe de travail sur l'aide humanitaire. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous à 21h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. À tout à l'heure. واليوم فاتح على حسابك والله